Alors, bonjour, messieurs, dames. On a procédé à un tirage pour savoir qui prenait la parole en premier. Et le hasard a favorisé le professeur Yvon Laplante, professeur en communication sociale de l'UQTR. Alors, bonjour, messieurs, dames. Rebonjour. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors, essentiellement, par déformation professionnelle, moi, je suis sémioticien. Alors, ce n'est pas une maladie mentale, bien que ça s'en rapproche. La sémiotique s'intéresse à la question du sens. Et donc, à travers mes recherches, ce qui m'intéresse, c'est le sens que projettent les gens dans leurs usages des médias et dans les usages qu'ils font de l'ensemble des outils que nous procurent tous les éléments de la culture et donc du développement culturel et de l'intégration culturelle. Alors, essentiellement, la thèse que je vais défendre est donc complètement à l'inverse de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, parce que, évidemment, la question du sens, elle est complexe, mais la question que je soulève est la question de l'absence de sens. C'est-à-dire, ceux qui m'intéressent, ce sont les exclus. Alors, moi, je travaille avec des gens qui vivent de l'exclusion sociale, des jeunes comme des moins jeunes. Je travaille essentiellement avec des gens que le ministère qualifie de non-éduqués, non-diplômés, qui vivent de la précarité économique et qui vivent dans des contextes sociaux qui sont non facilitants, pour utiliser une expression qui est relativement vide de sens. Alors, essentiellement, ceux et celles qui m'intéressent sont ces exclus sociaux-là qui deviennent non seulement des exclus culturels, mais qui sont véritablement des exclus sociaux. Dans le secteur de la culture, on va parler effectivement de non-consommateurs, d'exclus culturels, mais quand on creuse un peu, on se rend compte que l'exclusion culturelle génère évidemment aussi l'exclusion sociale, donc la participation citoyenne et à l'ensemble des structures sociales. Et je n'aurai pas l'occasion ici cet après-midi parce qu'on a seulement 7 minutes, il doit m'en rester 4 minutes et demie, mais la question qu'il faut poser, bien entendu, on vit dans une société d'excès. Alors, nous exerçons des excès en tout et le marketing en premier, et David saura nous en parler tout à l'heure, évidemment, nous encourage à avoir des comportements excessifs en tout. Si vous regardez nos comportements économiques, la moyenne canadienne est un taux d'endettement de 160 %. Ça donne une idée du type de comportement excessif que nous avons. Alors, ces comportements-là, on est ici aujourd'hui pour les comprendre dans le contexte de l'usage des écrans ou des technologies, mais ces comportements d'excès sont partout dans nos vies. Alors, mais ces comportements d'excès, ce qu'ils créent, c'est qu'ils créent des fossés entre les personnes. Et donc, vous imaginez bien que quand on travaille avec des enfants en premier chef, mais qui deviennent tantôt des adolescents, tantôt des adultes et tantôt des parents et grands-parents, et qui ont vécu à plusieurs égards dans leur vie des structures sociales d'exclusion, eh bien, évidemment, on crée plusieurs strates d'analphabétisme dans notre société. Alors, au moment où on s'interroge effectivement sur les effets néfastes des écrans, il faut quand même aussi considérer que l'appropriation des technologies est devenue, dans la société d'aujourd'hui, indubitable. Et que les enfants qui n'ont pas accès à la connaissance de ces codes-là, à l'usage de ces outils-là, deviennent doublement analphabètes. Donc, non seulement ils maîtrisent mal les outils traditionnels de lecture et d'écriture, mais évidemment, en ne maîtrisant pas en plus les outils technologiques, ils deviennent doublement analphabètes. Alors, donc, évidemment, je ne suis pas en train de faire la promotion à tout crin de l'usage des écrans absolument partout et tout le temps, bien au contraire, mais évidemment, je milite en faveur d'un équilibre, d'abord dans les usages de ceux qui ont accès à ces outils, mais aussi à une éducation critique aux médias et d'autre part à une éducation, une appropriation aux personnes qui n'ont pas accès à ces outils. Il faut bien comprendre qu'un bon outil bien utilisé
alors peut créer effectivement plein de choses positives. À travers les médias sociaux, c'est la pratique de l'écriture et de la lecture que le jeune est en train de réaliser, même si on critique parfois la façon dont ils écrivent. À travers l'appropriation de jeux en ligne, ils créent des liens de socialisation qui sont sans aucun doute pas aussi féconds que les liens réels que nous créons entre personnes, mais qui demeurent des liens quand même. À travers plusieurs focus groups, j'ai fait des focus groups avec 300 familles donc, qui étaient identifiées comme étant des personnes exclues socialement. Et évidemment, le seul lien culturel qui les rattache à la connaissance du milieu de vie dans lequel ils vivent est presque exclusivement à la télévision. Alors, bien entendu, la vitrine culturelle qu'ils consomment, donc la télévision, devient pour eux une vitrine privilégiée, puisqu'ils n'ont pas souvent accès aux salles de spectacle, concerts, etc., et pour plusieurs raisons. Alors, donc, il me reste 2 minutes. Alors, il y a 2 problématiques dans ce que je dis, c'est-à-dire que d'une part, il faut savoir doser les usages sociaux des médias et de l'ensemble des écrans. Bien entendu, toute forme d'excès est à proscrire. D'ailleurs, à passer 20 heures semaine sur un écran, sans aucun doute que ça crée des effets néfastes, mais si on essayait de passer 20 heures par semaine à faire l'amour, sans aucun doute qu'on y verrait aussi des effets néfastes à un moment donné. OK? Et je réponds, et je termine avec une anecdote. Monsieur n'est pas d'accord, probablement qu'il apprécierait, mais je termine avec une anecdote. Évidemment, dans mon expérience d'enseignement en communication, je fréquente évidemment beaucoup d'étudiants qui sont super stimulés et qui sont surtout super stimulants et qui donnent un sens, moi, non seulement à ma vie professionnelle, mais à l'ensemble de mes recherches. Et la question qu'ils me posent le plus souvent, c'est « Yvon, est-ce que c'est vrai que la télévision et son contenu rendent les gens violents? » Eh bien, sur le plan de la communication, on a plusieurs théories là-dessus et le courant dominant est la théorie des effets limités. C'est-à-dire que la télévision à elle seule ne rend pas violent, bien entendu. Il ne faut pas tomber dans le déterminisme. Un téléviseur qui est éteint dans le salon, il ne sert qu'à ramasser de la poussière. Alors, il ne fait de mal à personne. Alors, évidemment, tout est dans le dosage de nos consommations. Et d'autre part, transposer sur la télévision tous les malheurs et penser que la télévision ou la musique de Marilyn Manson crée de la violence, c'est tomber dans un déterminisme qui est peut-être un peu dangereux. Je vous demanderais de vous poser la question inverse, et je n'ai jamais vu de projet de recherche réalisé en ce sens encore. Alors, si écouter Marilyn Manson génère des tueurs en série, est-ce qu'écouter Joe Dassin à temps plein nous permettrait de générer la paix universelle? Il me semble que poser la question, c'est y répondre. Je vous remercie. Merci. S'il vous plaît, j'aimerais que vous réserviez vos applaudissements pour la toute fin. Ça sera un applaudissement beaucoup plus senti à ce moment-là. Merci. Alors, sans plus tarder, Mme Karine Poitras. Karine est professeure au département de psychologie ici à l'UQTR. Bonjour, ça me fait plaisir d'être de cette journée aujourd'hui. Je suis professeure au département de psychologie, psychologue traitante également depuis plus de 15 ans auprès des enfants d'âge préscolaire et auprès des adolescents. Ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est de ce rôle incontestable des parents dans le rapport entre les jeunes et les écrans et l'importance de l'encadrement parental dans ces rapports-là, mais des défis aussi qui y sont inhérents. Donc, évidemment, les écrans font partie de notre vie quotidienne, ils font partie de notre vie comme adultes, comme parents. Ils font aussi partie de la vie quotidienne de nos enfants. Par ailleurs, les parents souhaitent offrir l'encadrement parental le plus profitable au développement de leurs enfants. Ils sont avides d'informations quant à l'alimentation, quant au contexte d'apprentissage, de stimulation les plus profitables au développement. Et en lien aux écrans, les parents semblent dépassés. En effet, les écrans mettent une pression importante sur le rôle de l'encadrement parental pour plusieurs raisons. D'abord, les écrans sont multiples. Toute la journée, on a eu en tête les iPads, iPods, les consoles de jeux, les téléviseurs, les téléphones intelligents, les réseaux sociaux qui nous
qui nous entourent tout au cours de la journée. Les écrans sont aussi addictifs. La recherche est bien claire quant aux effets sur les adultes, quant aux effets sur les enfants. Leur usage est multiple également. Donc, pour un parent, que de gérer ce temps d'écran, lorsque ces mêmes écrans servent au divertissement, mais aussi au temps d'échange entre amis, au temps de projets, de collaboration avec des amis qui sont chacun dans leur maison, à faire des devoirs, à faire de la lecture, la logistique de savoir quand le temps commence, quand il s'arrête, devient très difficile. Et également, ces écrans mettent une pression sur l'encadrement parental, puisqu'elles compliquent l'éducation à la sexualité, l'éducation à la consommation, à l'économie, à l'image corporelle, on a entendu ce matin. Donc, il est proposé que différentes stratégies d'encadrement parental vont venir accompagner ces habitudes de vie des enfants, des stratégies d'encadrement parental qui vont gagner à être diversifiées et soutenues dans leurs efforts. Et de façon générale, quand on examine les travaux tant sur l'utilisation des écrans de télévision, des jeux vidéo, différentes catégories de stratégies d'encadrement parental vont être soulignées. La médiation parentale restrictive, donc on entend ces temps d'écran. Après 1h30, je juge comme parent que ça suffit. La ligne est claire, je fais des rappels de temps avec mon enfant, je regarde avec lui comment il va savoir s'arrêter. Je propose également des règles quant au contenu, ce qu'il est permis de regarder à l'intérieur de la maisonnée. Et je propose aussi, au travers de cette médiation parentale restrictive, différentes conséquences. Ce comportement, par exemple, d'efficacité au devoir, lorsque je vois un mauvais comportement apparaître, je réduis le temps d'écran, une espèce de monnaie d'échange. Donc, c'est différents exemples de comportements parentaux qu'on va voir sous ce volet médiation restrictive. La médiation active, ce sont toutes ces discussions, ces échanges auxquels on a été invités en première partie de la journée, la discussion sur les contenus, cette communication ouverte entre les milieux scolaires, entre les parents et leurs jeunes qui sont exposés à des contenus de tout ordre. Déjà 1 minute. Le partage de l'écoute également, le fait de regarder ensemble, de jouer ensemble, est aussi considéré comme une stratégie d'encadrement parental. Ces stratégies-là sont associées à différentes caractéristiques parentales, sont associées aussi à différentes caractéristiques de l'enfant. On voit donc que les propres expériences des parents quant aux écrans, le niveau de stress, leur fonctionnement socio-affectif va venir à influencer leur façon d'encadrer l'utilisation des écrans. Comme intervenant auprès des jeunes, évidemment, il faut questionner l'usage des écrans par les jeunes, être vigilant aux difficultés de sommeil, on a entendu parler, aux habitudes alimentaires, aux symptômes d'inattention, impulsivité. Ce sont toutes des questions importantes à poser. Il faut être vigilant aussi, puis je vais terminer là-dessus, aux différentes perceptions des parents et de leurs jeunes. Les parents disent majoritairement qu'ils ont des règles claires, et lorsqu'on questionne ces mêmes jeunes, ils disent, à moins de la moitié des cas, ils disent que leurs parents leur donnent des consignes. Alors, de rencontrer ces familles et de leur demander, les prenant l'un et l'autre à témoin, c'est aussi de rendre ce débat vivant, rendre ces discussions bien vivantes au travers les familles. Voilà. Merci, Karine.
Alors, sans plus tarder, nous allons passer à M. David Crête. David est professeur au département des sciences de la gestion et spécialisé en marketing. Merci beaucoup, Michel. Parler de marketing, c'est toujours un peu hasardeux parce qu'on est, surtout dans une journée comme aujourd'hui, on est souvent vu comme étant les gros méchants loups, en fait, ceux qui poussent à la consommation, ceux qui poussent à la surconsommation, ceux qui créent des besoins. Certainement qu'il y a une partie de ça qui est vraie. La surconsommation, ça fait partie, malheureusement, de notre économie. Déjà en 70, si vous connaissez ou avez déjà lu Jean Baudrillard, le célèbre sociologue français, déjà lui disait à cette époque-là, il y a 40 ans déjà, que la surconsommation, c'est un pan de notre économie et que si demain matin on cessait de surconsommer, je ne suis pas prêt à dire que l'économie tomberait, mais il y a certainement un gros pan de l'économie qui tomberait. Et ça, certainement que le marketing y est pour quelque chose. Le marketing, quand j'ai à le définir aux étudiants, j'essaie de faire ça très simple en disant le marketing, c'est un réducteur d'écart. En marketing, on fait des efforts pour réduire l'écart entre l'acheteur et le vendeur. Et dans bien des cas, on réussit à le faire. Pour ce qui est de la création de besoins, ça par contre, je suis totalement en désaccord avec ça. En marketing, on ne crée pas de besoins. Bien sûr qu'on va exciter les besoins, ça je suis tout à fait d'accord avec ça, mais l'exemple que je donne toujours, si vous n'avez pas de souris à la maison, comment j'essaierais de vous vendre des trappes à souris? Il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Et en marketing, il y a un courant très fort qui s'appelle le marketing social, où on essaie d'inculquer aux étudiants, aux futurs gestionnaires, des pratiques qui sont responsables. Moi, j'enseigne entre autres la communication marketing intégrée et on parle beaucoup de publicité dans ce cours-là. Et les questionnements éthiques, pour moi, sont importants parce qu'en publicité, à tous les jours, on a des exemples d'annonceurs qui vont trop loin, qui dépassent les bornes, qui nous montrent des choses qui sont pour beaucoup inacceptables. Et ça, que les étudiants soient sensibilisés à ça, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et quand on parle d'écran, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la mobilité, donc tout ce qui est tablette, tout ce qui est téléphone intelligent, parce que depuis quelques années, la tendance est extrêmement forte. Par exemple, ici, je suis toujours curieux, dans la salle, qui a un téléphone intelligent? Levez la main bien haut. Parfait. Qui a une tablette? Alors, c'est beaucoup de monde. Au Québec, la tendance n'est pas différente d'ailleurs. Le CIFRIO nous dit qu'au Québec, le taux de pénétration au niveau des tablettes est à peu près de 45 % dans les familles. Les familles où il y a au moins un enfant, ça monte à presque 60 % de taux de pénétration. Et quand on parle de téléphone intelligent, on est au-delà du 50 %. Donc, c'est une tendance qui est extrêmement lourde. Bien sûr que ça pose des défis éthiques. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on navigue sur Internet, on laisse des traces, je veux dire, on laisse des cailloux et des traces de ce qu'on a fait, de ce qu'on a consommé, comment on l'a consommé. Tout ça génère une quantité phénoménale de données. Et un des grands défis éthiques, en fait, pour l'avenir, c'est de savoir comment on va utiliser ces données-là, qu'est-ce qu'on fait avec, à qui elles appartiennent. Quand je navigue, par exemple, sur Google ou un de ses nombreux produits, est-ce que les données que je laisse, l'information que je laisse, est-ce qu'elle m'appartient ou si elle appartient à Google? Et ça, dans l'avenir, quand les consommateurs vont commencer à se rendre compte de ce qu'on fait réellement de leurs données, est-ce que ça ne risque pas de causer des questionnements importants chez beaucoup de consommateurs? Alors ça, c'est une des questions éthiques qu'on voit poindre. Et quand on parle des enfants dans tout ça, c'est évident que les enfants, et ça, on le sait, ont une intelligence technologique beaucoup plus développée que les adultes ou que les gens un peu plus âgés. Alors pour eux, et ça, il y a des recherches qui le montrent aussi, beaucoup considèrent chez les enfants et les adolescents
que le téléphone, c'est une extension d'eux-mêmes. Hein? Ça en est rendu là. Des enfants qui vont, par exemple, se réveiller en pleine nuit pour aller voir s'ils ont reçu des textos ou s'ils ont reçu des courriels. Alors, ça devient une véritable extension d'eux-mêmes. Et évidemment que le Web, depuis 20 ans, a multiplié l'information. Le consommateur, maintenant, est beaucoup plus critique qu'avant. Le consommateur est beaucoup moins fidèle aux marques aussi, et ça, on le remarque depuis une dizaine d'années, justement parce que le consommateur, maintenant, il a la possibilité de magasiner, puis il a la possibilité de comparer les particularités techniques, par exemple, d'un produit, comparer les prix, etc. Donc, ça fait des consommateurs qui sont beaucoup plus critiques qu'avant. Et moi, ce que j'espère, en fait, c'est que les enfants développent ce sens critique-là pour devenir, évidemment, de meilleurs consommateurs et de prendre des décisions qui seront, disons, plus éclairées. Parce que la vague de fond est très forte. Quand on parle de mobilité, tablette, téléphone, etc., c'est une vague qui envahit la planète. On ne pourra pas revenir en arrière. Bien sûr qu'on peut sensibiliser, on peut faire des enfants et des adolescents des consommateurs plus respectables. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'en ayant accès à un maximum d'informations, bien que justement, on puisse d'une certaine façon, au niveau de la consommation, les déprogrammer et que ces gens-là, que ces jeunes-là deviennent effectivement des consommateurs faisant de meilleurs choix et étant davantage responsables qu'on pouvait l'être, nous, quand on n'avait pas accès du tout à ces technologies-là. Merci. Alors, comme vous pouvez le constater, j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions qui vont surgir dans le moment parce que nos invités ne font que lever le voile. Alors, ça sera intéressant tantôt. Alors, maintenant, à ma droite, M. Jean Lemoine, du département des sciences de l'activité physique. Jean complète dans les jours qui viennent un doctorat en éducation. Alors, Jean. Alors, bonjour à tous. Je suis aussi ancien enseignant en éducation physique à la santé au niveau collégial. Puis j'ai œuvré pendant plus de 20 ans là, dans les écoles secondaires avec des plus jeunes aussi dans le domaine sportif. Donc j'ai particulièrement apprécié là, la présentation de M. Brodin. Je revoyais beaucoup de choses du contexte scolaire dans le langage des élèves, puis vraiment du contexte scolaire. Donc j'avais fait une présentation, mais je vais me joindre à la thématique du colloque, puis j'utiliserai pas l'écran. Donc, je fais un tas rapidement vous l'avez très bien vu ce matin aussi, que l'utilisation excessive d'écran amène des méfaits au niveau de la santé, qu'elle soit purement dans l'aspect de la santé physique, mais parfois aussi certaines dimensions de la santé mentale. Puis, Mme Dumoulin aussi l'avait ramené aussi, qu'il y avait une utilisation, si on veut, un plancher, un plafond d'utilisation, disons, qui se situe autour de 2 heures par jour. Donc, utiliser les écrans comme ça chez les plus jeunes populations à plus de 2 heures par jour entraîne différents comportements qui sont associés à différents méfaits, comme par exemple une alimentation malsaine et une dépense énergétique, une dépense d'énergie, une dépense de calories, si on veut, qui est insuffisante puis qui va entraîner des problèmes dans l'excès de poids des jeunes et par conséquent peut-être le diabète là, qui pourrait se développer à un âge précoce. Donc, elle l'a bien apporté, puis je considère, je vais passer quand même rapidement, mais je vais faire quand même un lien avec le fameux bulletin, le bulletin canadien de Jeunesse Canada en forme, dont elle a fait mention, puis il y a quand même lieu de s'alarmer parce que c'est un bulletin qui est remis annuellement, qui donne une cote chez les jeunes Canadiens, puis la cote en matière de comportement sédentaire, dans un élément du bulletin, parce que le bulletin est composé d'environ une dizaine ou une quinzaine de critères, là, mais le côté comportement sédentaire, la cote des jeunes Canadiens est de F. Donc, il y a quand même lieu de s'alarmer. Ça, ce que ça signifie, c'est qu'il y a environ 20 à 30 des jeunes âgés entre l'âge de 6 et 17 ans qui passent moins que 2 heures devant un écran par jour, donc environ 30 %. Ça veut dire à peu près 70 % des jeunes qui ont une utilisation qu'on pourrait dire excessive, ou en tout cas qui est associée à des risques de développer des problèmes de santé. Dans ce même bulletin-là, on dit aussi que 61 % des parents qui perçoivent que leurs enfants utilisent trop les écrans ou utilisent de façon excessive les écrans. Donc environ 60 %, ce qui est quand même pas une proportion si forte si on compare avec la proportion des jeunes qui l'utilisent. Puis la clientèle, si on veut, le groupe d'âge qui est le plus touché ou qui fait l'utilisation la plus excessive sont les 12-17 ans.
indépendamment que ce soit garçon ou fille. Entre l'âge de 12 et 17 ans, on observe vraiment une utilisation beaucoup plus accrue de ces médias-là, que ce soit la télévision, principalement l'Internet qui fait un gain assez important. Quand on parle d'Internet, on parle aussi de l'utilisation des iPods et des réseaux sociaux. Donc, chez les 12-17 ans, il y a quand même lieu de se préoccuper. En matière d'éducateur physique ou de promoteur d'une pratique régulière d'activité physique, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mme Poitras l'a rapporté quand même assez bien, mais je considère qu'on doit jouer sur l'environnement, peut-être des jeunes. L'environnement, ça passe parfois, comme elle l'a aussi très bien présenté, par une réglementation qui peut être quand même souple, mais quand même une réglementation sur la gestion de ces loisirs-là, si on veut. Ça peut passer aussi par une segmentation de l'utilisation. Certaines études ont été menées à dire qu'on devrait couper le temps d'utilisation à des périodes inférieures à 60 minutes, ou le couper à 30 minutes, ou donner plusieurs opportunités de jouer à ces loisirs-là, mais à des périodes plus segmentées. C'est comme si on casse un peu leur plaisir, là, mais on casse un peu le comportement, si on veut, mais de façon quand même souple. On va parler aussi d'organiser mieux au niveau de la maison, comme par exemple, il est tout à fait normal qu'un ado de 12 à 17 ans qui a une télé et un ordinateur dans sa chambre, il est tout à fait normal qu'il y ait un environnement qui est favorable à l'utiliser à l'excès. Donc parfois, il y a toute une question comme ça d'organisation de l'environnement chez les jeunes. On va parler aussi beaucoup d'éducation, éduquer les jeunes par le contexte scolaire, mais éduquer la famille aussi par justement les approches. Comment on peut essayer d'avoir un équilibre dans l'utilisation des écrans, d'avoir un équilibre, puis d'apprécier aussi les bienfaits des autres loisirs, des autres moyens de se dépasser ou d'atteindre des objectifs quelconques. Au niveau futur, ce qui a été fait au niveau de la recherche dans le domaine de l'activité physique, puis ce qui préoccupe bien les gens, c'est est-ce qu'il y a un potentiel pour les écrans pour rendre les jeunes plus actifs? Et actuellement, il y a quand même des travaux qui se font à ce niveau-là, comme par exemple, il y a des applications qui sont conçues pour les iPods et qui sont munies de GPS, qui permettent aux jeunes de se déplacer dans leur ville et d'accumuler des points. C'est tout à fait le même principe que les jeux mes enfants pourraient me nommer les noms, là, les noms m'échappent, là, mais c'est tout à fait les mêmes concepts où est-ce qu'on accumule des points, mais on crée un contexte, si on veut. On essaie de changer la norme, de dire, bien, pour accumuler ou pour aller chercher des points dans le classement, d'aller chercher un certain standing, si on veut, là, bien, les jeunes peuvent être appelés à l'exploiter. On va parler des méthodes connues aussi en éducation physique et à la santé. Les enseignants font appel à des approches comme le parcours, qui est une façon de se déplacer dans la ville, mais qui génère un peu le développement d'habiletés motrices. Puis il y a toutes sortes d'innovations qui sont en cours, mais ce sont quand même des choses très coûteuses. Mais je dirais que c'est comme plutôt que d'essayer de battre l'ennemi, bien, on tente de s'y joindre puis d'essayer de voir si ça peut devenir une opportunité ou un moyen d'encourager les jeunes à exploiter leur environnement. Fait que je vous dirais, c'est peut-être à ce niveau-là où est-ce qu'on tente de se préoccuper et de voir si on peut exploiter les écrans pour rendre les jeunes, les amener vers l'activité physique régulière. Merci beaucoup. Merci, Jean. Alors, maintenant, on passe du côté de Mme Hélène Carbonneau. Hélène enseigne au département loisirs, culture, tourisme et elle détient un doctorat en gérontologie et enseigne notamment l'éducation aux loisirs. Hélène? Bonjour à tous. Depuis ce matin, vous avez entendu parler de l'omniprésence des écrans dans la vie des adolescents puis des effets néfastes. Ils vont introduire quelques effets positifs que ces écrans-là peuvent avoir aussi. Et il y a une étude, d'ailleurs, dernièrement, que j'écoutais un reportage, une entrevue à la radio avec le jeune qui venait de la faire, une étude de M. Pinault, sur l'impact positif des jeux multijoueurs pour développer les habiletés de travail et tout ça.
Et d'autres personnes aussi me mentionnaient dernièrement l'impact des technologies pour soutenir l'intégration sociale ou l'adaptation des enfants avec des déficits langagiers, les enfants avec des troubles du spectre de l'autisme. Donc, il y a comme des effets positifs quand même de ces écrans-là dans nos vies. Mais comme toute chose, et comme disait un des fondateurs du programme en loisirs, tout est dans le contenu, oui, mais aussi dans l'intensité. Fait que M. Pronovo nous amenait à réfléchir sur pas seulement ce qu'on fait, mais l'intensité qui y est apportée. Dernièrement, j'ai découvert un nouveau modèle qui était proposé par deux chercheurs de longue date dans le domaine du loisir, M. Fréry et Stebbins, qui parlent d'un mode de vie optimal intégrant des activités de loisirs. Lui, ce qu'il dit, eux, ce qu'ils disent, en fait, sont deux, c'est que la vie d'un jeune, le développement d'un jeune passe par une harmonie entre des loisirs sérieux, que ça peut être faire du sport, faire du théâtre, un loisir dans lequel on s'investit, des loisirs détente, où souvent la télévision, les jeux vidéo prennent beaucoup d'espace, et des loisirs projets, où encore là, les jeux vidéo parfois prennent de l'espace quand on voit les compétitions qui sont rattachées. Donc, l'équilibre d'un jeune passe par plusieurs éléments et dans sa vie, par le fait d'avoir plus qu'une forme de loisir dans sa vie. Et cela, ça appelle au fait de dire on devrait avoir dans nos écoles un programme d'éducation au loisir. On a une espèce de pensée magique. On se dit, le loisir, c'est naturel, c'est automatique, on va l'avoir. Non. Le loisir, l'expérience du loisir, la qualité de l'expérience du loisir est tributaire des opportunités auxquelles on a été confronté. Si on n'a jamais été confronté à pouvoir visiter un musée, on ne pourra pas savoir qu'on aime visiter un musée. Si on n'a jamais fait de sport, on ne pourra pas savoir qu'on aime faire du sport. Si on n'a jamais fait de théâtre, on ne pourra pas le savoir. Ça se peut qu'on n'aime pas. Mais si on n'a pas été mis en contexte, si on n'a pas eu l'opportunité de le développer et d'apprendre à se connaître. Et une passion en loisir, ça se développe en partant, en ayant la possibilité d'explorer différentes opportunités et de voir comment ces opportunités-là, d'avoir une réflexion sur soi, sur comment ces opportunités-là correspondent ou non à notre identité, à qui nous sommes. Si je vous posais des questions dans la salle ici, certains me diraient qu'ils sont des grands amateurs de culture, d'autres me diraient qu'ils sont des adeptes de plein air, les autres me diraient qu'ils sont des grands sportifs. Mais cela n'empêchera pas que vous écoutiez, comme amateur de plein air, vous écoutiez des pièces de théâtre ou que vous pratiquiez du conditionnement physique. Mais il y aurait comme un élément qui serait plus majeur dans votre identité. Et ça se développe dans la pratique et aussi dans la possibilité de l'apprendre. Donc, moi, je prône beaucoup une approche d'éducation au loisir avec toutefois un bémol. Parce que je ne voudrais pas tomber dans les ratés de diverses campagnes que moi j'appelle, pour faire écho à mon collègue Jean, les saintes habitudes de vie, où on est rendu avec une espèce de prescription sur ce qu'on doit faire ou ne doit pas faire. On n'est plus un individu qui évolue, on est un corps qui doit faire de l'activité physique tant de temps par jour, puis manger telle chose. On n'est plus une personne qui évolue, qui se développe. Le mode optimal d'activité de loisir propose un modèle plus global d'harmonie et qui vise à permettre à la personne de pouvoir développer, non pas en réponse à des pressions sociales, un mode de vie dans lequel il va plus s'épanouir, mais en écoute avec qui il est profondément à l'intérieur de lui. Et moi, je crois que c'est important qu'on prenne le temps de réfléchir à ça et pourquoi pas avoir un jour un programme national d'éducation aux loisirs intégré dans nos écoles primaires à partir du primaire, peut-être même dans les centres de la petite enfance, pour aider les gens à pouvoir accéder à cette expérience de loisir équilibrée dans leur vie et pouvoir un jour avoir différentes ressources comme adultes, à pouvoir être moins stressés, moins de burn-out, meilleure santé, parce qu'on n'est pas qu'un corps qu'il faut traiter, on est aussi un esprit qu'on doit nourrir. C'était mes propos pour cet après-midi. Merci. Alors, on vient de gagner 2 minutes.
Madame Émilie Lefrançois, qui vient à peine de terminer une maîtrise en éducation. Elle a fait d'éducation aux médias son thème préféré. Elle travaille au cégep de Drummondville comme conseillère pédagogique. Émilie? Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, à la réponse qui guide cette table ronde, ben moi, je dirais que les écrans sont à la fois synonymes de liberté et de contrainte. En fait, l'esprit critique avec lequel on analyse ce qui est produit et consommé dans les médias va être déterminant pour savoir où on se situe sur ce fameux continuum entre liberté et esclavage. Et je pense que esprit critique ou éducation critique aux médias, c'est un thème qui est revenu dans la bouche de plusieurs de mes collègues. En fait, il est indéniable que les médias offrent une grande liberté aux consommateurs. Ces derniers peuvent désormais, là, dans un contexte de Web 2.0, porter à la fois le chapeau de consommateur ou de producteur de médias. Ainsi, les jeunes et les moins jeunes peuvent écouter des vidéos sur Internet, mais ils peuvent aussi en produire à leur tour. Ils peuvent écouter une émission d'opinion à la radio, puis aller publier la leur sur un blog, ou encore aller échanger en direct avec l'animateur de radio sur Twitter ou un autre réseau social. On peut cependant aussi consommer des médias de façon plus ou moins alerte. Et ça vous nous est tous déjà arrivé de laisser la radio fonctionner dans l'auto alors qu'on est affairé à autre chose puis qu'on se concentre là, sur la tempête, mais que les chansons ou encore les interventions des animateurs sont là en arrière-plan. C'est la même chose pour la télé qui fonctionne en arrière-plan à la maison alors que toute la petite famille s'affaire à autre chose. Bref, les médias sont partout. Et puis, cette présence importante des médias dans nos vies fait en sorte que, selon Potter, les gens peuvent plus ou moins contrôler l'exposition aux différents médias qui s'offrent à eux. Puis, ces médias-là fournissent tellement d'informations que, devant la quantité importante d'informations qui nous arrivent de toutes parts, on n'analyse plus nécessairement de façon critique tout ce à quoi on est exposé. Et les informations qui entrent dans notre cerveau de façon inconsciente seraient, selon Potter, plus sujettes à nous mener à de fausses interprétations que les informations qui sont consciemment traitées par notre cerveau. Et pourtant, ce sont toutes ces informations, qu'elles soient consciemment ou inconsciemment traitées, qui vont modeler la façon dont on pense la santé, l'image de notre corps, le succès, les relations, le temps, le bonheur, etc. Donc, c'est certain que cette grande consommation médiatique-là amène des effets négatifs, comme on a entendu beaucoup parler aujourd'hui. Je pense à la généralisation des informations reçues, l'augmentation de la tolérance face à la violence, comme en parlait M. Brodeur tout à l'heure. J'ai entendu le surpoids, l'obésité de la bouche de Mme Dumoulin. On parle beaucoup d'un développement d'une dépendance face aux médias. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'une consommation médiatique peut aussi entraîner des effets positifs. Il y a M. Laplante qui en a fait mention de quelques effets, entre autres tout à l'heure, Mme Carbonneau aussi. On peut, grâce à une consommation médiatique, en venir à faire des choix de vie plus éclairés. On peut avoir une meilleure gestion de nos temps de loisirs. On peut élargir nos horizons. On peut avoir de nouvelles façons de penser les problèmes sociaux. Et encore une fois, j'en passe. L'éducation aux médias permettrait de diminuer l'impact des effets négatifs et augmenter l'impact des effets positifs. J'ai retenu la définition de l'éducation aux médias qui est proposée par Jacques Piette, et je vous en fais une lecture. Faire l'éducation aux médias, c'est prendre le temps de s'arrêter sur les productions médiatiques elles-mêmes, sur leurs origines, sur la manière dont elles sont construites, diffusées et consommées pour comprendre ce qu'elles nous disent. C'est aussi s'interroger sur les modalités de réception des messages des différents médias et chercher à comprendre la nature de leurs impacts et de leurs effets en identifiant les idées, les valeurs et les points de vue que ces messages véhiculent, tout en se prononçant sur eux. À la suite de leur recherche, il y a Borrow, Brocato, Hopper et Sanders, j'espère ne pas trop déformer leur nom, arrivent à la conclusion que l'éducation aux médias serait vitale pour créer et maintenir une population démocratique éduquée. La déconstruction des messages diffusés dans les médias serait essentielle pour un citoyen averti dans une société de consommation de plus en plus médiatisée et axée sur les nouvelles technologies. Mais est-ce que le fait de consommer des médias veut nécessairement dire qu'on les consomme de façon critique, en jugeant en qu'est-ce qu'on veut me dire exactement, qu'on s'attarde sur le sens, comme le disait M. Laplante tout à l'heure? Eh bien, pas nécessairement.
Mais le fait de donner un esprit critique, de donner l'outil aux jeunes et moins jeunes d'analyser ce qu'ils consomment et ce qu'ils produisent, permettrait de diminuer les effets négatifs et d'augmenter les effets positifs. C'est bien beau tout ça, mais une question demeure tout de même. À qui revient la responsabilité de faire de l'éducation aux médias? Madame Poitras mettait en lumière le rôle incontestable des parents tout à l'heure. C'est sûr qu'ils sont témoins et complices de bien des moments où leurs enfants sont devant les écrans. On peut écouter la télé en famille ou encore jouer ensemble à des jeux vidéo. Mais Piette, encore une fois, estime que l'École québécoise doit aider les jeunes à s'intégrer à la société de l'information et des communications en favorisant le développement de leur pensée critique en ce qui a trait aux médias. Ce rôle est plus ou moins balisé par le programme de formation de l'École québécoise. Les différentes compétences transversales le mettent en lumière et le programme de formation de l'École québécoise établit clairement que les médias ne doivent plus seulement être envisagés en tant que source de divertissement et de loisirs pour l'élève, mais aussi comme un lieu important d'acquisition de savoir avec lequel l'école doit composer. Ainsi, le ministère invite les enseignants à intégrer l'éducation aux médias, et ce, dès le préscolaire. On pense notamment à la compétence transversale 6, qui est exercer son jugement critique, qui parle des médias. Il y a aussi la compétence transversale numéro 6, où on dit qu'exploiter l'éthique, oui, mais de façon critique, en analysant notamment les données qu'on peut recueillir sur les réseaux. Il y a aussi le référentiel de compétences des enseignants qui met en lumière le rôle des enseignants qui doivent exercer un esprit critique et nuancé par rapport aux avantages et aux limites véritables liées à l'utilisation d'éthique. Donc, que ce soit au regard des travaux de Piette, du programme de formation de l'École québécoise ou du référentiel de compétences, il semble clair que les enseignants qui œuvrent au primaire et au secondaire, je pourrais même dire au collégial aussi, puisque ça touche tout le monde, ont avantage à intégrer l'éducation aux médias à leur enseignement. C'est selon moi là la clé qui peut faire la différence entre une consommation qui tend davantage vers la liberté qu'une consommation qui est peut-être remplie de contraintes et plus ou moins influencée par les différents effets négatifs dont on a fait mention aujourd'hui. Merci.